Juste quelques jours avant Noël, en 2022, le chaos éclate dans un immeuble à Saint Paul, Minnesota. Oh mon Dieu, pourquoi a-t-elle fait ça? La police découvre Alexandra Penig, 32 ans, morte dans sa salle de bain, tuée d'une balle tirée à bout portant dans la tempe gauche. Matthew Ecker, 44 ans, dit qu'Alexandra s'est enfermée dans la salle de bain et a tiré. Mais lorsque la police en apprend davantage sur la relation entre Matthew Ecker et Alexandra Penig, c'est une petite amie à moi. Oh mon Dieu, je suis marié. il commence à remettre en question l'histoire d'Ecker. Je ne sais pas ce que tu as récupéré. Bien que 2 médecins légistes ne puissent pas déterminer si Penig est mort par suicide ou par homicide, un jury déclare Matthew Ecker coupable de meurtre au second degré. Il est condamné à 30 ans de prison. Pour les parents de Penig, c'est la justice. Il l'a tuée, cela a été prouvé et je sais que c'est vrai. Mais tout aussi fermement que les parents de Penig croient qu'Ecker l'a fait, la famille d'Ecker croit qu'il ne l'a pas fait. Je connais mon fils et il ne pourrait jamais faire ça. Au cours de cet épisode, vous verrez des failles dans les preuves qui nous ont été fournies, des incohérences et même ce qui semble être des erreurs dans les déclarations et les dossiers de la police. Vous verrez de fausses déclarations faites à la police qui ont peut-être influencé leur enquête sur Ecker. Cela pourrait remettre en question toute l'enquête qui a conduit Ecker derrière les barreaux. Soyons clairs, cette enquête n'a pas pour but de prendre parti. Il s'agit d'analyser les documents, les vidéos et les faits que nous avons demandés au procureur et à la police, ainsi que ce qu'ils nous ont fournis. À la fin, vous pourrez juger par vous-même et voir si cela influe sur votre opinion concernant la culpabilité d'Ecker décidée par un jury ou, selon sa famille, son innocence. Le 16 décembre 2022, c'est la période des fêtes, une nuit paisible et enneigée à Saint Paul, Minnesota. Les caméras de surveillance filment Alexandra Penig et Matthew Ecker marchant dans la rue après être sortis d'un bar. Ils entrent dans l'immeuble d'Alexandra Penig. Matthew Ecker lui ouvre la porte et ils entrent ensemble. Tout semble calme, moins d'1 heure plus tard. 911, quelle est l'adresse de votre domicile? J'ai une fille qui s'est tirée dessus. Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce qu'elle respire? Non. D'accord, je mets le service médical en ligne. Un instant. Quel est votre prénom? Je m'appelle Matt. Vous avez... D'accord. Il y a combien de temps? Est-ce que le temps... Tu as compris. Tu ne sais pas ce que tu as récupéré, d'accord? Ils sont en route. Tu sais où est l'arme en ce moment? Elle l'a juste sur sa poitrine, c'est trop mignon. Tu ne sais pas ce que tu... La police se précipite sur les lieux. Ecker leur ouvre la porte de l'immeuble. Ils montent en courant dans l'ascenseur. Ecker est penché en pleurs hystériques. Ils se précipitent vers l'appartement de Penig. Ils entrent dans sa salle de bain et découvrent une scène horrible. Penig gît dans une mare de sang provenant de sa tête avec une seule blessure par balle à la tempe gauche. Un pistolet repose sur son épaule gauche. Sa main gauche est posée dessus. Penig était droitière. Les agents tentent de se déplacer dans une toute petite salle de bain. Laissez-moi prendre l'arme. Écartez-vous, les agents. Prenez l'arme et retirez les balles. Dans le couloir, les agents essaient de calmer Ecker. Oh mon Dieu! Continuez à respirer. Les agents demandent à Ecker. Que s'est-il passé? Il admet tout de suite, c'était son arme. Oh mon Dieu. C'était dans ton sac à dos. Ouais. Comment elle l'a eu? Elle l'a simplement attrapé sur le lit. Comment elle sait que tu vas fouiller dans mes affaires? Parce que je lui ai dit que ce n'était pas là. Tu lui as dit aujourd'hui en arrivant ici? Oui. Est-ce qu'elle a fait une menace? Elle s'est juste mis ça en tête. Elle est allée dans la salle de bain et les a enfermés. Comment es-tu entré dans la salle de bain? Je l'ai forcé. J'ai juste foncé contre la porte après avoir entendu le coup de feu. Est-ce que vous vous disputiez ou quelque chose comme ça? Tu veux dire quelque chose?
Nous sommes amis. C'est une amie à moi. Oh mon Dieu, je suis marié et elle l'a été. Oh mec, ma copine l'adore. Depuis environ 2 ans, et aujourd'hui je suis une personne horrible. Tu vis toute seule? Non, ma femme avait 40 ans. Est-ce qu'elle sait que tu as une relation avec... Penig Eker l'avait rencontré 2 ans plus tôt, alors qu'elle obtenait son diplôme d'infirmière et travaillait avec Eker, infirmière praticienne, dans le même hôpital. Cette note disant que notre relation n'était pas ce que je croyais, n'était pas polie. Je l'aimais. Parce que je ne sais pas ce que tu as reçu, bonjour. Une dispute documentée avait eu lieu plus tôt dans la soirée, non pas entre Penig Eker, mais entre Eker et le petit ami de Penig, Shane Anderson. Penig et Anderson étaient ensemble depuis quelques mois. Eker savait pour eux, ce n'était pas un secret. En fait, Eker dit à la police que Penig Anderson avait une relation orageuse. Et justement ce matin-là, Penig avait appelé Eker, disant qu'Anderson venait de l'agresser. Penig a écrit à Eker par texto « Le 15 décembre au matin, il est venu chez moi, a forcé l'entrée et m'a frappé au visage », a-t-elle écrit. Eker demande plusieurs fois à Penig d'appeler la police et de récupérer les clés de son appartement chez Anderson. Anderson dit plus tard à la police qu'il était dans l'appartement de Penig ce matin-là, mais qu'il ne l'a pas agressé. Eker s'absente du travail et commence à conduire les 3 heures jusqu'à Saint-Paul, depuis chez lui à Fergus Falls, dans le Minnesota. Je suis venu ici parce que son petit ami est venu, alors je suis venu aussi. Ce n'était pas un garçon. J'ai eu un mauvais moment. J'ai failli devoir marcher avec le sac à dos. Là-bas... Je craignais l'arrivée de son petit ami. Oui, ça je sais. Elle était... Et c'était F. Oh my God. Eker admet à la police que lui et Penig avaient bu toute la journée. Beaucoup. L'autopsie de Penig a révélé qu'elle avait un taux d'alcoolémie de 0,22, soit près du triple de la limite légale. Mais les forces de l'ordre n'ont jamais testé l'alcoolémie d'Eker. Là, vous avez Eker qui répète sans cesse à la police qu'ils avaient bu toute la journée. Pourquoi n'ont-ils pas fait de test d'alcoolémie ? J'ai demandé au service de police de Saint-Paul, mais ils ont dit ne pas pouvoir commenter car l'affaire est en appel. Vous êtes donc allé dans 3 bars différents, c'est ça? Et ce qui s'est passé dans l'un de ces bars devient une source d'inquiétude pour la police. À 00h32, seulement 2 heures avant que Penig ne soit abattu, les caméras de surveillance capturent Eker et Penig entrant tranquillement dans un bar. Eker dit que Penig savait que Shane Anderson allait être là, mais il est là avec une autre femme. Au lieu de s'asseoir à côté d'Eker, Penig fait le tour et s'assoit de l'autre côté du bar, plus près d'Anderson. La femme qui accompagne Anderson s'en va et il s'approche pour parler à Penig. C'est à ce moment-là que les choses semblent s'envenimer, du moins selon Eker. Eker s'approche et s'interpose entre eux. Les tensions montent. Il m'a frappé. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je me souviens vaguement m'être approché d'elle alors qu'elle était par terre. Et puis je l'ai tirée en arrière et je l'ai expulsée du bar d'un coup de pied. Ensuite, elle et moi, on est restés là à discuter avec d'autres personnes pendant encore 45 minutes. On est revenu ici et je pensais que tout allait bien. Et puis elle a saisi le pistolet et l'a tiré vers elle. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Arrête. La police poursuit la documentation de la scène sanglante dans la salle de bain de Penig. Voyez le sang sur les toilettes, dans le lavabo et la vitrine. Je ne vous connais pas. En même temps, ils commencent à se concentrer sur Eker. Ils doutent que sa réaction soit authentique. Les agents essaient aussi de comprendre pourquoi Eker a mis 4 minutes à appeler le 911. Il a été dit que vous avez attendu un peu avant d'appeler, s'il vous plaît. Non, je l'ai vu. Je suis parti en courant sans retrouver mon téléphone. Vous avez touché son bras, c'est fini? Oui, je l'ai fait, absolument. Où était-elle? Veux-tu reprocher ce qu'elle était? J'ai essayé de... appeler cette chose. Elle a juste enlevé le trou dans sa main et elle essayait de respirer. Elle tentait de respirer, tu stoppais le sang. Alors, comment as-tu essayé de lui donner les premiers secours? Je suis policier militaire. D'accord, Jean. J'ai compris, oui, c'était juste le miel, elle, juste moi. J'ai fait ce que j'ai pu.
Et je sais que je dois juste le faire parce que j'ai un médecin légiste. Je comprends. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. D'accord, je me lave les mains, puis toi aussi, c'est ça? Voilà pourquoi je n'ai rien. Et ensuite toi. L'officier va aux toilettes. Le lavabo est complètement sec. Pourquoi ne pas te faire appeler le quartier général? À des centaines de kilomètres d'ici, les parents de Penig, Jim et Mary Jo ignorent que leur fille est décédée. J'avais parlé à Alex la veille au soir. Nous évoquions que j'étais bloqué dans le Dakota du Sud. Et elle avait hâte de venir pour Noël et elle parlait de ce nouveau travail, qu'elle avait une opportunité. Ça nous a surpris quand le shérif est arrivé. Les Penigs, toujours inquiets pour leur fille, Alex avait eu des difficultés toute sa vie d'adulte avec la toxicomanie. Les archives du tribunal du Minnesota indiquent qu'elle a perdu son permis 2 fois pour conduite en état d'ivresse. Elle souffrait aussi de bipolarité, dépression et troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Elle prenait toute une série de médicaments psychiatriques, c'est ce qu'elle a dit à Ecker dans un texto quelques jours avant sa mort. Elle avait seulement commencé récemment à prendre ses médicaments régulièrement. Des années auparavant, en 2016, elle avait avalé une grande quantité de comprimés d'un seul coup. Elle s'est alors tout de suite enfoncé le doigt dans la gorge pour vomir. Donc je ne pense pas que c'était vraiment quelque chose qu'elle voulait faire. Nous avons appelé le 911, ils sont venus la chercher et ils l'ont rapidement laissée sortir de l'hôpital après qu'elle ait passé, vous savez, leur évaluation. Et elle n'a jamais refait ça. J'imagine que ça a été difficile de la voir traverser ces périodes compliquées de sa vie. Oui, c'était très difficile. Je veux dire, Alex, toi, je pense que il nous a fallu beaucoup de temps pour comprendre certains de ces défis. Alex a toujours essayé de s'améliorer, d'être meilleure. Alex était une battante, une survivante pleine de vie. Elle était belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle était gentille avec ceux que les autres auraient ignorés. C'était le genre de personne qui ramassait quelqu'un dans la rue, qui le couvrait avec une couverture, qui allait lui chercher un hamburger. C'était Alex, son âme. Elle aimait les animaux et les gens. Son rêve était de devenir infirmière diplômée. Elle s'est inscrite pour son diplôme, mais a dû arrêter ses études pour se remettre. Elle allait très bien, elle était sobre, elle avait, vous savez, célébré une sobriété totale de tout alcool, de toute drogue. Elle était sobre depuis presque 2 ans. Lors de la remise de son diplôme d'infirmière praticienne autorisée, Penig a évoqué ses difficultés passées. Pendant cette période, j'ai lutté contre la cruauté des problèmes de santé mentale et de dépendance, avec un passé douloureux et la peur de mon avenir. La seule chose qui m'a permis d'avancer pour me construire une vie meilleure, ce sont ces mots inspirants que je me répétais dans ma tête à chaque heure. Parfois, il faut être infirmière. Après son diplôme, Penig a intégré un programme d'infirmière autorisée, a déménagé à Fergus Falls, Minnesota, et a rencontré Ecker à l'hôpital. C'est à ce moment-là que les parents de Penig disent que leur fille a changé. Je pense sa personnalité. Elle est juste devenue irritable et, vous savez, un peu distante. Elle a recommencé à boire. Les parents de Penig ignoraient cela à l'époque, mais après l'arrestation d'Ecker pour meurtre, ils ont repensé les faits. Son mode de vie avait changé, vous savez, 6-8 mois après avoir emménagé à Fergus Falls. Ce mode de vie n'était pas bon. Il ne la soutenait pas et profitait d'elle. Dans les 2 années avant sa mort, Penig peinait à garder un emploi et s'est endettée. En août 2022, 4 mois avant sa mort, elle a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse. Elle a passé 2 semaines en prison, a fini par plaider coupable et un dispositif anti-démarrage a été installé dans sa voiture. Elle a été placée en probation pendant 2 ans. 1 semaine avant sa mort, elle a perdu un autre emploi, mais fidèle à elle-même, Alex a continué d'essayer de remettre sa vie sur les rails. 12 heures avant sa mort, elle avait passé un entretien pour un poste dans un hôpital pour enfants. Rien n'aurait pu préparer les Penig à ce jour enneigé de décembre 2022 quand un shérif s'est présenté chez eux dans le Minnesota. Je ne me souviens plus de ces mots exacts, mais je suis désolé de vous dire que votre fille Alex est décédée la nuit dernière. Et j'ai demandé que s'est-il passé. Elle a répondu, eh bien, nous sommes encore en train d'essayer de comprendre. L'un des premiers appels téléphoniques des Penig après avoir reçu la nouvelle est adressé à Matthew Ecker. Elle parlait de cette personne comme d'une amie.
J'ai appris qu'il était marié et puis, une fois que nous avons confronté Alex, qu'il était séparé de sa femme, elle n'arrêtait pas de dire que c'était juste un ami. Donc, de temps en temps, Mary-Jo Penig parlait à Ecker de sa fille et voyait comment elle allait. Quand elle reçoit la nouvelle, elle appelle Ecker, pensant qu'il a peut-être plus d'informations, mais Ecker est déjà en garde à vue. Aucune idée, aucune, qu'il était impliqué, qu'il était même avec elle, cette nuit-là, jusqu'à ce que nous l'apprenions des enquêteurs. Ils en apprennent encore davantage. Non seulement leur fille et Ecker avaient eu une relation amoureuse, mais Ecker soutenait financièrement Penig depuis 1 an et demi. Entre juin 2021 et décembre 2022, Ecker avait donné à Penig 28 000 € principalement pour le loyer. Mais il lui achetait aussi de l'alcool. Il s'est retrouvé avec d'importantes dettes et avait atteint la limite de 2 cartes. Ils ont également appris qu'Ecker renouvelait les médicaments de Penig pour la dépression et l'anxiété, alors qu'il n'était pas son médecin. Les messages échangés entre Penig et Ecker quelques jours avant la mort de Penig montrent qu'ils discutaient longuement du renouvellement de ces différentes ordonnances. Dans mon sous-sol, j'ai un énorme sac contenant 8 mois de médicaments qu'il lui avait prescrits. Et si tu ouvres les boîtes de pilules, elles sont toutes là. Elle ne les a jamais prises. En même temps, les Penig découvrent l'implication d'Ecker dans la mort de leur fille. La mère d'Ecker, Terry Randall, l'apprend aussi. J'ai appelé le détective et j'ai dit « Vous devez me dire ce qui se passe. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. » Le détective m'a dit « Votre fils est accusé de meurtre. Ça ne s'annonce pas bien. » J'étais absolument choquée qu'il ait eu une liaison. Il n'y a absolument aucune chance que Matt fasse jamais ça à qui que ce soit. Il a le cœur le plus doux et le plus gentil que je connaisse. Oui, il a fait un choix horrible avec cette liaison, mais il n'y a aucune chance qu'il fasse du mal à quelqu'un de cette façon. Son but dans la vie était d'aider les gens du mieux qu'il pouvait et c'est pour cela qu'il vivait. Alex voulait l'aider. Il ne pouvait pas simplement s'éloigner d'elle parce qu'il tenait à elle. Les familles d'Ecker et de Penig pensent toutes les deux qu'au moment de la mort d'Alex, Ecker et Penig n'étaient plus en couple sexuellement. Ils étaient amis, du moins c'est ce que les deux ont dit à leur famille. Randall dit que son fils lui a raconté ce soir-là qu'il avait eu une conversation difficile avec Penig. Matt lui avait dit « Je ne peux plus continuer à te soutenir financièrement. Je veux que tu prennes un de ces emplois. Remets-toi sur pied, fais mieux. » Au commissariat, les détectives de la police de Saint Paul, Minnesota, tentent d'approfondir l'histoire d'Ecker. Parle-moi de la relation de ta mamie et d'Alex. Je ne sais pas de quoi vous parlez. 2 ans, je suis marié, évidemment pas avec elle. Notre relation est comme une traque de ce point de vue, mais je tiens à elle. J'ai travaillé avec elle dans la maison, avec elle, elle n'a pas ouvert la maison avec moi. Nous comprenons notre relation. Ce n'est pas « je ne sais pas encore ». Je sais à quoi ça ressemble. Pas moi. Je l'aimais, elle aussi. Les détectives découvrirent plus tard des messages envoyés par Penig à Ecker avant sa mort. Elle explique à Ecker qu'elle était injoignable la veille car elle s'était isolée pour prendre une pause et préserver sa santé mentale. Elle écrit à Ecker le 14 décembre, 2 jours avant de mourir. « Je n'ai pas beaucoup d'espoir en ce moment concernant la vie, répond Ecker. Ça ira mieux. Non change je sais quoi. Elle s'en est rendue compte 2 semaines. Elle était triste et bouleversée par la honte, le travail, tout cela. Je sais qu'elle a été contrariée. » L'autopsie d'Alex Penig révèle un taux d'alcoolémie 3 fois supérieur à la limite légale, ainsi que des niveaux élevés de Valium, Prozac, amphétamine pour le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et Trazodone pour la dépression. Le médecin légiste a indiqué que certains taux étaient si élevés qu'ils pouvaient être toxiques ou mortels. Bien que le médecin légiste de l'État n'ait pas pu déterminer si Penig était décédée par suicide ou par homicide, elle a témoigné lors du procès d'Ecker que certaines circonstances étaient incompatibles avec un suicide. Quand l'avocat d'Ecker lui a demandé si elle connaissait les messages que Penig avait envoyés à Ecker avant sa mort, concernant le fait de ne pas avoir d'espoir dans la vie, la médecin légiste a déclaré qu'elle n'en était pas informée. «
Nous traversons tous des moments tristes et partagerons ces informations. Je veux dire, c'est si elle a quelqu'un à qui parler, et tu sais, c'est un soulagement pour elle. Et je pense que c'est ce qu'elle faisait. Donc si les gens montrent ces messages et qu'ils parlent de sa vie en disant qu'il se passe beaucoup de choses, à ce stade, dans vos esprits, cela ne veut pas dire qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Non, pas du tout. Elle avait beaucoup de choses à attendre avec impatience. Elle avait une autre offre d'emploi, elle avait hâte d'assumer de nouvelles responsabilités. Elle s'impliquait dans sa vie. L'une de ses amies, qui vivait à Fergus Falls, allait se marier. Elle était ravie de participer au mariage et de prendre part à la cérémonie. Je n'ai rien ressenti. C'était la fin. Tu sais, j'en ai assez. J'en ai fini. De retour dans la salle d'interrogatoire de la police, Matthew Ecker dit au détective qu'il aurait dû laisser l'arme dans sa voiture, mais il s'inquiétait que Shane Anderson vienne peut-être à l'appartement. Donc tu dis qu'elle a attrapé ton arme et possédé ton sac. Comment savait-elle qu'il venait ici? Elle me dit d'être un peu... de partir. Elle ne sait pas ça, d'accord? Et où était l'arme? Glissée sous mon... Une fois que nous avons commencé à aller à l'église, évidemment, j'aurais dû simplement dire que j'ai tiré et que je l'ai mis dans la voiture. Ecker admet avoir acheté l'alcool et la forte consommation qu'il a eue avec Penig le 15 décembre. Jusqu'aux premières heures du matin du 16, Ecker raconte à la police l'incident au bar avec Anderson. Et même après ça, ils l'ont mis dehors. Et nous sommes restés assis pendant 45 minutes à 1 heure. Je ne sais pas, compris. Ne reviens pas. Un bon moment en rentrant à pied à la maison. Super, on riait. Elle était heureuse. On a passé un bon moment en montant dans son appartement. Et puis, tout d'un coup, je n'avais aucune idée de ce que tu faisais. Je suppose que j'ai du mal à croire que tout allait bien. Après avoir reçu une serviette de son ex, tu as peut-être fait comme si de rien n'était. Au bar, je suis resté avec eux, puis je me suis retrouvé au sol. Et le barman a dit « Hé, celle-ci est pour moi ». J'ai pris un verre, on s'est assis là. Je souriais. Je n'en ai pas, je ne suis pas un grand gars, je n'en ai pas. Je comprends que lors d'une bagarre avec autant d'occasions, je ne le ferai probablement pas. Oui, j'étais au-dessus d'elle. Les détectives demandent plusieurs fois à Ecker s'il s'est battu avec Penig cette nuit-là. On se dispute. Tout est pareil que toi aussi. Pas entre nous. Mais la police ne pense pas qu'Ecker dise la vérité. Ils découvrirent plus tard des images de vidéosurveillance de l'immeuble vers 2h10. Environ 30 minutes avant la mort de Penig, on voit Ecker et Penig de retour dans le hall après être déjà montés dans l'appartement de Penig. Randall dit qu'elle a interrogé son fils sur chaque détail de cette nuit-là, y compris pourquoi lui et Penig sont redescendus. Il devait aller à sa voiture chercher ses écouteurs. Elle a dit « Je descends avec toi. Je ne veux pas que tu sois seule dehors avec ce type qui rôde. » Tu sais, elle avait peur qu'il revienne. La vidéo montre Ecker marchant devant Penig, laissant presque la porte se refermer sur elle. Elle le suit dans la nuit froide. Les enquêteurs ne croient pas qu'Ecker cherchait ses écouteurs. Tu n'avais pas besoin d'aller faire un petit tour pour te calmer. 3 minutes ne se sont même pas écoulées. Penig revient dans le vestibule. Elle semble avoir du mal à tenir debout. Elle sort son téléphone et lit quelques messages. Ils semblent être des messages de réseaux sociaux. Sa famille dit qu'elle a l'air agitée. 4 minutes plus tard, Ecker revient. Ils échangent brièvement, il les saisit. Penig ouvre la porte. Elle utilise sa main gauche, ce que l'avocat d'Ecker souligne lors du procès d'Ecker. Penig ne tient pas la porte pour Ecker et marche loin devant lui dans le hall. Ecker hausse les épaules, les mains ouvertes. Les détectives pensent que les deux se disputaient. Nous connaissons notre fille. Au festival, elle n'est pas elle-même, elle est en colère. Je reconnais ses manières, il y a donc un problème. Elle était soit en colère, soit cette dispute a eu lieu, ou peu importe. C'était un défi de quelque chose. Quelque chose d'autre attire l'attention des enquêteurs. Les vêtements d'Ecker sont impeccables, ce qui est étrange étant donné la salle de bain couverte de sang. Matthew, qu'est-ce que tu portais ce soir? Quand cet incident est arrivé, j'étais comme ça. D'accord, qu'est-ce que tu portais avant que j'arrive? J'avais ça avec un jean. J'avais enlevé le jean et mis un short. Nous allions aller nous coucher. Bruce Rivers, l'avocat d'Ecker à l'époque,
dit que les vêtements impeccablement propres d'Eker prouvent que Penig s'est tiré une balle derrière une porte fermée. Il n'a pas changé de chemise et n'avait aucune trace de sang. Mais la police se demande aussi comment Eker a pu rester aussi propre s'il manipulait la tête ensanglantée de Penig pour essayer de l'aider. Le pistolet était à peu près ici et j'ai attrapé une arme, je l'ai mise contre ma poitrine et j'essayais de... Je ne sais pas, comme je l'ai dit, J'avais une formation médicale, pour une raison étrange. J'essayais juste de retenir le sang dans sa tête, mais ça n'avait aucun sens pour moi. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Lui as-tu fait un massage cardiaque? Non, je ne l'ai pas fait. Je voulais juste appeler le 911 car je ne voyais pas l'intérêt de la réanimation. Elle avait reçu une balle sous la tête, je doute que ça lui aurait servi. Donc, une fois que j'ai réalisé que ça venait vraiment d'arriver, appeler le 911, c'était la priorité, et c'est à ce moment-là que je me suis levé. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis lavé les mains, puis je suis allé essayer de trouver mon téléphone. Je n'arrivais pas à trouver mon téléphone. J'ai pris son téléphone, appelé le 911, puis suis retourné dans la salle de bain. Comment t'appelles-tu quelqu'un avec ton téléphone? Non, je ne peux pas, elle. C'est juste pour les urgences. Voilà l'urgence. Mais est-ce que par hasard tu as... L'avait une arme par hasard? Non, est-ce que par hasard tu as nettoyé ses mains ou elle, tout court? Non, je ne sais pas pourquoi j'ai lavé mes mains. La police repousse violemment Eker. Vous êtes heureux puis soudain vous arrivez là-bas. En 5 minutes, elle fouille ton sac à dos et prend une arme. Ouais. Et puis tu la regardes faire ça? Ouais. Et puis elle sort l'arme de ton étui. Je crois que c'est un étui à pression. Je veux dire, j'étais littéralement en train d'enlever mon jean et de mettre un short. Je croyais que vous l'aviez fait. Je pensais que tu l'avais fait tout de suite. Tu as dit que tu l'avais fait tout de suite. Ouais, c'est ce que je faisais. Et elle... D'accord. Je veux dire... Parce que juste là où ton jean est posé, ton sac est juste là. Elle est juste là. Si elle va dans ton sac, tu ne l'as pas arraché ni rien. Tu as juste... Je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait. D'accord, comme je l'ai dit, c'est arrivé tellement vite. Ça m'a pris de court. Je n'avais aucune idée de pourquoi elle faisait ce qu'elle faisait. Je ne sais pas. Si vous... On ne s'est pas disputé. Elle a sorti l'arme, et elle reculait, et je lui demandais ce qu'elle faisait. Et elle a verrouillé la porte de la salle de bain. Vous tentiez d'attraper l'arme et elle est partie accidentellement? Non, je ne l'ai pas fait. Je veux dire, elle a tiré quand elle était dans la salle de bain, porte fermée. Et devant Dieu, je le jure toute la journée. Si cette porte était fermée, ce coup de feu est parti quand la porte était fermée. Mais la police pense que la porte était ouverte. Ils évoquent les jambes de Penig qui chevauchaient la porte à leur arrivée, ce qui suggère que la porte était entrouverte lorsqu'elle s'est effondrée. Ils ont interrogé Eker à ce sujet. Tu pousses la porte? Je ne l'ai pas frappé ni touché son pied, je n'avais personne. Je crois qu'elle était en retrait cette nuit-là, heureuse. Comme je l'ai dit, après avoir entendu le coup de feu, j'ai frappé la porte assez fort, donc il est possible que j'ai touché son pied. Vous savez, je ne tire aucune conclusion du fait que la porte était entre ses jambes. C'est purement spéculatif. J'ai évité d'en parler au procès car cela n'avait aucun sens pour moi. Pourquoi cela n'a-t-il pas de sens? Nous avons démontré tout au long du procès qu'il y avait largement assez de place pour qu'elle soit allongée comme elle l'était. La police avance que la porte était partiellement ouverte lorsque Eker et Penig se sont débattus près d'elle. Eker a passé son bras autour d'elle et lui a tiré une balle dans la tempe gauche, ce qui a fait s'effondrer son corps et a parfaitement séparé ses jambes de chaque côté de la porte. Cela l'a également protégée de toute éclaboussure de sang. Rivers a affirmé au procès que le médecin légiste de l'État n'avait constaté aucun signe de lutte sur le corps de Penig. Mais les détectives trouvent dans la salle de bain une preuve qu'ils estiment décisive. Eker a défoncé la porte puis tiré sur Penig. Un fragment métallique venait de la serrure. Il a été retrouvé sous l'épaule de Penig. C'est ce qu'affirment les procureurs. Cela prouve qu'Eker a défoncé la porte, a tiré sur Penig, puis qu'elle est tombée sur le morceau de métal. Il note que la face du métal touchant le corps de Penig est ensanglantée, alors que l'autre, près du sol, reste propre.
Rivers pense que le morceau de métal aurait pu finir sous Pennig. Comme vous pouvez le voir sur la caméra corporelle, un agent trébuche sur son corps en essayant de vérifier son pouls. Ou, dit-il, Ecker aurait pu le pousser là par inadvertance alors qu'il essayait d'aider Pennig. Quand il manipulait sa tête et regardait la blessure, ça aurait très bien pu arriver. La police interroge Ecker au sujet des dégâts qu'ils ont trouvés dans l'appartement de Pennig, qui laissent penser à de la violence ou à une lutte. Il y avait des dégâts sur la porte du placard, juste à côté de la salle de bain. Il y a un luminaire cassé. C'était à cause de... Shane. C'est la police, tu n'as pas de soucis. Nous venons pour certains de tes amis. La police se rend à l'appartement de Shane Anderson le matin du 16 décembre, seulement quelques heures après la mort de Pennig. Alors, l'un de vos amis a été blessé la nuit dernière? La nuit dernière? Oui, et je pense que tu étais avec eux la nuit dernière. Cool. J'ai un témoin qui dit que tu étais avec Matt Ecker. Je ne sais même pas qui c'est, d'accord? Et Alexandra, tu sais Alex Penny? Je sais qui est Alex, c'est tout. Je sors avec elle. D'accord. Mais je ne sais pas. Ont été évalués ici? J'ai été... Oh, bien sûr. Donc, je ne sais pas ce que je vois. Elle hier soir, par hasard? Je n'ai pas... Je ne l'ai pas croisée hier soir, pourtant, je ne sais pas. Je ne lui ai pas parlé. Est-ce qu'elle va bien? Vient de décéder? Non. Oh, c'est pour ça qu'on a besoin que vous parliez aux enquêteurs. Oh! S'il vous plaît. C'est très important. J'ai besoin de comprendre comment... Le mieux, c'est de parler aux enquêteurs, ils ont toutes les infos. Moi, je ne fais que les recevoir. Écoute, je ne veux pas qu'elle le fasse elle-même. Je ne veux donner aucune information. Non. Oui, je pense qu'il vaudrait mieux obtenir l'information des enquêteurs. Je ne peux pas partager, il me manque des informations. Les enquêteurs doivent discuter avec vous au commissariat. Anderson reconnaît à la police avoir frappé Ecker au visage au bar. Tu as dit qu'elle est arrivée au bar au camp avec un type, c'est ça? Ouais. Ils se sont assis ensemble? Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont envoyé tout de suite. Je crois que oui. Alors, c'est pour ça que tu n'es pas allé lui parler tout de suite? Je ne suis pas allé lui parler du tout. J'étais littéralement assis là, à m'occuper de mes affaires. Le gaz est venu vers moi, c'est pour ça que je l'ai frappé. Donc, Anderson vient de raconter plusieurs mensonges à la police. Il sait qu'Ecker et Pennig ne se sont pas assis ensemble, parce que quand il est allé voir Pennig, elle était seule, et on voit sur la vidéo qu'il est bien allé vers elle. Bien qu'il affirme à la police ne pas l'avoir fait, il n'est pas certain que la police ait cherché à clarifier ses déclarations avec Anderson. Les agents lui demandent s'il a vu Pennig, son appartement ce matin-là. Il dit la vérité cette fois, il reconnaît l'avoir fait. Est-ce que tu as pris ses clés hier, à un moment quelconque? Non, elle a repris ses clés. Au cours de la semaine et demie passée, elle a pris ses clés, m'a donné les clés, puis les a reprises plusieurs fois. D'accord. Elle a un peu trop bu ces derniers temps, et elle n'est pas censée boire, elle est en probation. Et donc elle devient un peu folle quand elle boit. Et je ne lui ai presque pas parlé, quasiment toute la journée. Mais là, je n'ai pas de téléphone en ce moment parce qu'on me l'a pris la veille au soir. Donc, je lui envoyais des messages sur Facebook. Et donc, elle était un peu contrariée à cause de ça. Elle disait, ne me parle pas, ne me parle pas, mais elle fait ça, et moi, je ne me dispute pas. Donc, la dispute que vous avez eue ce matin-là, est-ce qu'elle est devenue physique à un moment? Non, non, pas du tout, mon Dieu. Donc elle, à l'intérieur de son appartement, il y avait un luminaire blanc cassé. Je ne sais pas comment c'est arrivé. On dirait que quelqu'un a pris une chaise et l'a violemment frappée contre le sol, laissant des marques. Je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de toi, non? La porte dans le placard, la porte qui était là il y a quelques semaines, c'était moi, oui. Mais je ne l'ai pas touchée. L'autopsie pratiquée sur Pennig a révélé qu'elle avait de nombreux hématomes sur tout le corps, sur les bras, les jambes et l'épaule.
Le médecin légiste a témoigné au procès que les ecchymoses pouvaient être compatibles avec une dispute liée à la violence domestique. Ce matin-là, Anderson dit qu'il n'a pas agressé Peneg. Je lui ai proposé une interview pour cette histoire, mais il a refusé. Pouvez-vous me dire ce qui lui est arrivé? Les flics ont été appelés là-bas, la nuit dernière, par une personne signalant qu'elle s'était tirée dessus. Est-ce qu'elle s'y connaît en armes à feu? Elle déteste les armes à feu. Elle déteste les armes à feu. Pourquoi dis-tu ça? Elle m'a déjà dit ça. Comme si elle ne gardait même pas de couteau chez elle, vraiment, elle n'en a pas, elle a juste des ciseaux. J'ai littéralement déjà dû couper une pizza avec des ciseaux. Au procès, l'avocat d'Ecker a montré aux jurés ses photos de Pennig. Ce n'étaient pas ses armes, elles appartenaient à un voisin de son immeuble. Ce voisin a témoigné au procès que Pennig voulait simplement poser avec les armes et ne semblait pas avoir d'expérience pour les manipuler. Elle détestait les armes. Je n'ai pas d'armes. Nous ne sommes pas des gens qui aiment les armes. Elle n'avait jamais tiré avec une arme auparavant, elle n'y connaissait rien. Il est impossible qu'elle se soit tirée dessus. C'est impossible. Elle n'a pas fait ça. Je ne pense pas. Les détectives expriment clairement leurs soupçons à Matthew Ecker. D'abord, c'est évident, Pennig était droitière, mais la balle a touché sa tempe gauche. Elle l'avait d'abord ici en bas, puis elle a armé le pistolet. Sa main gauche a armé le pistolet, mais elle a fini par le tenir contre sa tempe gauche, donc je me souviens qu'elle était gauchère. Ce n'est pas le cas, c'était donc étrange. Plus tard, un test de résidus de tir ou un test GSR sur la main gauche de Peneg a révélé des résidus de tir et que son acide désoxyribonucléique était partout sur l'arme. Étrangement cependant, l'acide désoxyribonucléique d'Ecker n'a pas été retrouvé sur sa propre arme et cette incohérence allait devenir un sujet important lors du procès d'Ecker. Est-ce que tu l'as fait? Peut-être qu'avant de te lever, de te laver les mains et d'aller chercher un téléphone, tu as pris sa main et tu l'as remise sur l'arme. Je ne savais pas que j'essayais de la déplacer. D'accord, c'est possible que j'ai déplacé sa main là-bas. D'accord. C'est possible, d'accord. Et sa main est complètement propre. Sa main ressemble à la mienne sans trace de sang. D'après mes souvenirs, l'arme n'était pas dans le sang. Même si la main gauche de Peneg semblait propre aux enquêteurs, il y avait du sang dessus. La médecin légiste a noté dans son rapport que la main gauche de Peneg montrait des traces de sang éparses. La police questionne Ecker sur l'absence de sang sur les murs. Il n'y a rien sur les murs, mais il y avait des traces de fluide corporel. Un léger retour de projection sur le miroir et l'affiche près de la porte est visible sur les photos de la scène de crime. Ensuite, il y a la question du lavabo sec dans la salle de bain. La police interroge Ecker pour savoir s'il s'est lavé les mains. Il n'y a pas de sang sur le rebord du lavabo. Et il n'y a absolument rien dans le lavabo. Dans le lavabo, je rince ma main. Le lavabo est sec, il n'y a aucune eau. Non, je me suis lavé les mains dans le lavabo. Mais en même temps, cette policière se demande pourquoi le lavabo est sec. Ils ne comprennent pas comment Ecker n'a pas de sang sous les ongles s'il avait tenu la tête ensanglantée de Pennig. Donc si tu tiens sa tête comme ça avec elle, tu vas avoir du sang partout, non? Je le penserais aussi. Ils ont d'abord affirmé qu'ils s'étaient lavé les mains et enlevé les résidus de tir, puis plus tard, on dit qu'ils ne l'avaient pas fait car l'évier était sec. Alors, c'est quoi la vérité? On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne sait pas si la police a jamais prélevé des échantillons de sang dans l'évier et sur la poignée de l'évier. Une serviette paraît utilisée, mais n'a jamais été testée pour du sang. Peu importe si vous vous lavez les mains, on peut quand même faire les tests de résidus Camshot. Ça vous va si on les fait sur vos mains? Avant de quitter la pièce pour chercher le test de résidus de tir, les détectives proposent à Ecker un autre scénario, jugeant son récit peu crédible. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cet appartement où vous vous protégiez parce que vous avez une femme et 4 enfants? Non, et vous ne vouliez pas qu'elle vous tire dessus avec cette arme? Non, elle n'a jamais pointé l'arme sur moi, jamais. C'était sur elle. Pendant tout le temps. La police quitte la pièce, mais la caméra continue de tourner. Oh, ce n'est pas possible. Pourquoi as-tu fait ça, Alex?
Lorsque la police revient, 40 minutes plus tard, elle est prête à situer Eker sur sa chronologie. J'essaie de te donner l'occasion de nous dire ce qui s'est vraiment passé là-bas, parce que là, je te le dis tout de suite. Mathieu, comme je l'ai dit, les preuves montrent clairement que ce que tu dis n'est pas ce qui s'est passé. Vous vous disputez et elle sait où se trouve cette arme, alors elle prend cette arme et elle te la pointe dessus parce qu'elle est en colère. Parce que tu es marié, tu as 4 enfants, tu ne quitteras jamais ta femme. Et elle te pointe cette arme dessus. Et en légitime défense, vous êtes dans la salle de bain avec cette arme. Et en légitime défense, tu attrapes l'arme et elle part accidentellement. Oh mon Dieu. Non, 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 elle a verrouillé. D'accord. Les preuves montrent clairement que ce que vous dites n'est pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas fait ça, je ne lui ai pas fait ça. Elle ne s'est pas tirée dessus. Maintenant, cela vous concerne. Les détectives annoncent à Eker qu'ils lui laissent du temps pour réfléchir. Ils doivent faire les tests acides désoxyribonucléiques et de résidus de tir, ce qu'Eker accepte volontiers. Je veux juste que tu réfléchisses vraiment, que tu penses à toute cette situation. 15 minutes passent et Eker dit aux agents de revenir. Donc le changement que j'ai et j'avais peur. Après que cela soit arrivé, et j'ai maintenu que le coup de feu était parti derrière la porte fermée. Je n'étais pas dans la salle de bain à ce moment-là. Je maintiendrai cela jusqu'à ma mort. J'ai bien pris l'arme et je l'ai mise dans ma valise. J'ai eu peur pendant un instant. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai pris l'arme. Je l'ai peut-être mise dans l'étui. Je ne me souviens pas si j'ai osé ou non. Je l'ai mise dans la valise. Je suis revenu, je l'ai regardé. Et j'ai dit ouais, je suis retourné à la valise, j'ai pris une arme et je l'ai remise là-bas. Je ne sais pas quel était mon plan à ce moment-là, je ne sais pas à quoi je pensais. J'ai eu peur pendant un instant, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai eu peur. J'ai eu peur, mais de quoi? Je ne sais pas. Peut-être d'avoir des ennuis parce que c'était mon arme. Tu l'as nettoyée? Non, je ne l'ai pas fait. Mais la police n'a pas terminé avec cette ligne de questions. Ensuite, tu prends sa main et tu mets ta main sur l'arme, puis tu refermes sa main autour de l'arme. Je n'ai pas refermé sa main sur l'arme. Peut-être qu'elle a repris vie quelques secondes et mis sa main autour d'elle. Pas intentionnellement, je l'ai fait. Pas exprès. Mais ce n'est pas un peu bizarre? Psychotique. C'est bizarre que tu remettes sa main sur ton arme à feu qu'elle vient d'utiliser derrière une porte fermée sur laquelle tu étais debout, de l'autre côté. Je pense exactement ce que tu viens de dire. Tu as paniqué parce que l'arme était là, mais tu as aussi paniqué pour une autre raison. Parce que soit A, elle a essayé de te tirer dessus et c'était de la légitime défense, et tu as attrapé cette arme et tu lui as tiré dessus en retour. Vous vous êtes disputé à propos de quelque chose. Je l'aime aussi. Alors elle mérite la vérité. Je me souviens de ça, je sais qu'ils font ça. C'est la vérité. J'ai eu peur, ce pistolet derrière sa porte fermée. Je pense que tu as eu peur, mais je pense que tu as eu peur pour une autre raison. Avant que les flics n'arrivent, je pense que tu as dû rester assise là un moment et te demander « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à ces flics? Qu'est-ce que je vais raconter ?» Non. Car plus tôt ce soir, tu as été frappé par son ex. Je m'en fiche. Mais tout va bien. Ouais, tu dis clairement tué. Évidemment, tout allait bien. Vous étiez ensemble depuis 2 ans. Tu as une femme et 4 enfants à la maison. Les choses n'allaient pas bien. Mathieu allait bien, mais la situation non. Elle n'était pas contente de ça. Je veux dire, honnêtement, elle était jalouse. Je suis sûre que tu pensais peut-être qu'elle était d'accord avec ça, mais au fond, elle ne l'était peut-être pas. Eker a maintenant dit à la police d'innombrables fois que lui et Penig ne se sont pas disputés cette nuit-là. Il a dit aux agents présents « Vous étiez fatigué en rentrant à la maison. » Et maintenant, les détectives. Mais pourtant, dans la déclaration de cause probable, le rapport que les agents ont remis à un juge pour expliquer pourquoi ils pensent qu'Eker a commis un crime et devrait être arrêté, ils écrivent, je cite, « Ils se sont disputés », ils écrivent aussi. Eker a dit qu'il avait pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire, mais Eker a dit à la police à plusieurs reprises qu'il n'avait pas pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire. Oh, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait de compression thoracique. Plus tard, je n'ai pas fait de réanimation cardio-pulmonaire. Eker a aussi déclaré qu'ils écrivent cela. Penig, quote, a attrapé son arme dans son sac à dos,
a couru jusqu'à la salle de bain et s'est enfermé à l'intérieur. Il a entendu un coup de feu en étant assis sur le canapé du salon et s'est précipité vers la salle de bain. Eker n'a jamais dit à la police que dans les heures de vidéo qui nous ont été fournies, c'est ce qu'il a déclaré. Il a commencé à reculer vers cela. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a dit « Ne t'approche pas. Juste, ne t'approche pas, déclencheur. » Et elle a reculé vers sa salle de bain. Je l'ai suivie. Elle est ensuite entrée, a fermé la porte et l'a verrouillée. Au-delà de la cause probable, le rapport du médecin légiste précise. Eker a dit à la police qu'il avait mis son doigt dans la blessure par balle de Penig. Voici ce qu'Eker a dit à la police. Je n'ai pas mis mon doigt dedans. J'ai seulement posé ma main dessus et tourné sa tête pour vérifier un accident. J'ai interrogé la police de Saint Paul, Minnesota, sur ces incohérences, mais ils m'ont dirigé vers le bureau du procureur du comté de Ramsey. Une porte-parole m'a dit que, puisque l'affaire est toujours en cours d'appel, ils ne peuvent pas faire de commentaires. Nous ne te retiendrons pas plus longtemps. Juste un test de résidus de tir, ce n'est rien. Tu peux laver l'acide désoxyribonucléique. Est-ce que tu acceptes qu'on fasse un prélèvement? La police sort puis revient avec les tests. Elle prélève son acide désoxyribonucléique dans la joue et effectue un test de résidus de tir sur ses mains. Les enquêteurs prennent des photos de lui, de ses vêtements, de ses mains. Ces tests de résidus de tir montreraient plus tard qu'Eker n'avait aucun résidu de tir sur ses mains. Aucun résidu de tir ni trace de sang n'a été trouvé sur ses vêtements. Les enquêteurs le font se rasseoir et lui montrent des photos de sa femme et de ses enfants. Réfléchis à l'histoire que tu racontes. Souviens-toi de ce qui s'est passé et du meurtre de ton partenaire. Right. You know. Okay. Imagine l'histoire que tu crées avec nous maintenant. Tu vas vraiment te retrouver face à un travailleur de premier degré, plutôt que « Oh, je n'ai pas... » Mac, cette porte était fermée. Tu sais qu'après qu'on soit parti d'ici, tu n'auras plus d'autre occasion de nous raconter ton histoire, n'est-ce pas? Nous resterons sur l'histoire que tu as racontée et que nous pouvons prouver. Tu verras. Donc, une fois que nous sortirons d'ici, la scène montre autre chose. J'avais une histoire. Je n'ai aucune idée de ce qu'est cette histoire, parce que cela vous dira quelle est l'histoire. Cette porte était fermée. Ce n'est pas une blessure par balle auto-infligée, et rien de ce que vous avez dit ne correspond à ce que la scène indique. Vous me demandez d'avouer quelque chose que je n'ai pas fait. Non. Je ne le fais pas. Souviens-toi. Tu as dit ne pas avoir d'histoire, puis tu as frappé et nous sommes revenus. Oui. Tu nous as parlé de l'arme. C'était le seul changement, la seule chose que j'ai faite. J'avais peur, c'était stupide, je comprends. Ils vont t'emmener en prison, d'accord. Regarde ces photos, Mathieu, réfléchis. Eker est escorté en prison. Il est accusé de meurtre au 2e degré. 2 semaines plus tard, il paie une caution de 500 000 $ et est libéré. J'ai entendu son histoire plus de 50 fois. Les 3 premiers mois après que cela soit arrivé, parce que j'ai passé pratiquement chaque minute avec lui pendant 3 mois. Il était suicidaire, tellement bouleversé qu'il ne supportait plus cela. Elle l'avait fait elle-même, mais son histoire n'a jamais changé. En juin 2023, 6 mois après la mort de Penig, la femme d'Eker demande le divorce et obtient la garde de leurs 4 enfants. Il avait une famille, il avait une femme et il avait des enfants. Il n'aurait pas dû être là, ni faire ce qu'il faisait, ni être avec Alex, prescrire des médicaments ou apporter une arme. Bref, il a fait beaucoup de choses qu'il n'aurait pas dû faire. Non, était-elle totalement innocente? Non, nous l'admettons, mais quand même, elle ne méritait pas la fin qu'elle a eue, et c'est lui qui lui a donné cette fin. En février 2024, Matthew Eker est jugé pour le meurtre d'Alexandra Penig. Les procureurs insistent sur le délai de 4 à 7 minutes qu'il a mis pour appeler le 911, ce qu'Eker a admis.
Ensuite, il y a les polémiques sur l'évier sec, ce morceau de métal venant de la porte sous Penig. Et si Ecker pleurait vraiment lorsque les agents sont arrivés, il y a le fait qu'Ecker l'a admis. Il a déplacé l'arme de la salle de bain, l'a mise dans son sac, puis l'a replacée sur la poitrine de Penig. Tout cela semblait vraiment très arrangé. L'avocate de Matthew Ecker dit au jury de regarder les résidus de tir sur la main gauche de Penig. Il y en a énormément. Il n'y a aucun résidu de tir sur les mains d'Ecker. Le jury voit des photos de la main gauche de Penig. Il y a une blessure sur son pouce. On se demande si c'est une morsure de culasse. C'est une blessure possible si on tient mal une arme à feu en tirant. L'avocate d'Ecker présente au jury une des dernières photos de Penig vivant, prise dans le vestibule. Elle utilise sa main gauche pour attraper la poignée de la porte et il ne semble pas y avoir de blessure à son pouce. L'accusation et la défense étaient toutes deux d'accord là-dessus, mais pour l'accusation, le médecin légiste de l'État a ensuite déterminé que la blessure était survenue après la mort de Penig. Et ce n'est pas une blessure causée par la glissière. L'avocate d'Ecker affirme que la blessure vient de la glissière et prouve que Penig s'est blessée elle-même. Et l'acide désoxyribonucléique alors? Le jury constate que l'acide désoxyribonucléique principal sur l'arme est celui de Penig. On le retrouve partout, détente, poignée, glissière, base du chargeur. Il y avait aussi l'acide désoxyribonucléique d'une autre personne inconnue. L'acide désoxyribonucléique était insuffisant pour prouver qui cette personne pouvait être. Les procureurs ont sursauté. Comment l'acide désoxyribonucléique d'Ecker pouvait-il ne pas se trouver sur sa propre arme? L'avocate d'Ecker a soutenu que l'acide désoxyribonucléique d'Ecker pouvait être celui de cette autre personne inconnue. Il n'y en avait tout simplement pas assez pour incriminer Ecker, et si Ecker avait nettoyé l'arme, comme le pensent les procureurs, comment l'acide désoxyribonucléique de deux personnes avait-il pu rester dessus? Et l'étui? Le jury apprend qu'il y a un mélange d'acide désoxyribonucléique provenant de 5 personnes, dont 2 sont Penig et Ecker. Malgré toutes ces preuves, les médecins légistes de l'État et de la défense affirment au jury qu'ils ne peuvent déterminer comment Penig est décédé. Impossible de déterminer s'il s'agissait d'un homicide ou d'un suicide. Mais à la barre, la médecin légiste de l'État déclare qu'il y a des circonstances entourant la mort de Penig qui, selon elle, ne sont pas compatibles avec un suicide. À noter, Ecker avait déplacé l'arme et eu une liaison avec Penig. Évidemment, avoir une liaison n'est pas idéal, mais ce n'est pas directement lié à un meurtre. Une liaison ne fait pas de lui un meurtrier, ce n'est pas lié. Est-ce que c'est lié l'un à l'autre? Qu'est-ce que tu penses du fait que l'arme ait été déplacée après? Une personne coupable admettrait, à mon avis, qu'elle a eu un moment d'égarement et de panique parce que c'est son arme, ce qui est compréhensible. Et tu sais, est-ce que c'était la bonne chose à faire? Probablement pas, mais il l'a reconnu et il a dit qu'il l'avait fait. Donc, si tu étais coupable, si tu l'avais fait, tu ne l'admettrais pas. Outre les preuves médico-légales, la défense présente Ecker comme quelqu'un d'attaché à Alex Penig, incapable de lui nuire. Mais les procureurs affirment que Matthew Ecker n'était pas un chevalier en armure brillante. L'alcool qu'il avait acheté en descendant. Il savait qu'elle avait des problèmes avec l'alcool et la drogue. L'un des moments les plus tendus du procès survient quand Jim Penig, le père d'Alexandra Penig, témoigne. L'avocat d'Ecker l'a interrogé sur un rapport du shérif rédigé ce jour-là. Lorsque la shérif a annoncé au Penig la mort de leur fille, elle a écrit que Jim Penig lui avait demandé si sa fille était droguée ou ivre. Il se pourrait qu'elle se soit suicidée, qu'elle devienne incohérente lorsqu'elle abuse de ses médicaments sur ordonnance et qu'elle boit de l'alcool. En demandant à Jim Penig, il a reconnu avoir peut-être dit cela à la shérif. Il était bouleversé, confus et sous le choc. Mais il maintient que sa fille ne s'est pas suicidée et que c'est Ecker qui l'a tuée. Je ne pense pas qu'il soit responsable de sa mort. Tu pensais que tu allais gagner ça? Jusqu'à la dernière minute pour le verdict. Parce que quand les jurés sont revenus, l'un d'eux l'a regardé avec un air vraiment triste comme... Désolée. Et j'ai su tout de suite que ça n'allait pas bien se passer. Le 16 février 2024, après seulement quelques heures de délibération, un jury déclare Matthew Ecker coupable de meurtre au 2e degré avec intention, sans préméditation. C'était littéralement le pire moment de ma vie, probablement. Nausée, incrédulité totale. Ecker fait appel devant la Cour d'appel du Minnesota.
Son avocate en appel soutient qu'Ecker devrait bénéficier d'un nouveau procès parce que les preuves sont insuffisantes pour prouver, au-delà de tout doute raisonnable, qu'Ecker a tué Penig. En avril 2025, un panel de 3 juges rejette à l'unanimité l'appel d'Ecker. Il déclare que, bien qu'il reconnaisse les circonstances inhabituelles d'une cause de décès indéterminée dans une affaire d'homicide signifie que la cause du décès est un homicide. Premièrement, ils s'en remettent au jury et deuxièmement, jugent les preuves suffisantes pour prouver la culpabilité d'Ecker au-delà de tout doute raisonnable. C'est tellement frustrant de voir tout le monde passer ça sous silence. Les faits et les preuves concrètes. Cependant, l'affaire d'Ecker n'est pas terminée. La Cour suprême du Minnesota a accepté de l'examiner. Son sort dépend désormais d'une autre affaire très médiatisée du Minnesota, aussi de Saint-Paul. L'affaire contre Nicolas Ferkus, une histoire que nous avons déjà présentée ici dans Law and Crime Investigates. En avril 2010, Heidi Ferkus a été tuée par balle chez elle. Nicolas Ferkus a appelé le 911 et a affirmé qu'un intrus l'avait tué par balle. Après une enquête de 11 ans, Ferkus a été inculpé et reconnu coupable du meurtre de sa femme. Les procureurs ont soutenu que Ferkus avait tué Heidi parce qu'il avait caché ses graves problèmes financiers et qu'il avait mis en scène l'invasion de domicile pour dissimuler la vérité. Ferkus a fait appel, affirmant que la loi du Minnesota exige que les preuves circonstancielles excluent toute autre explication, sauf celle de la culpabilité de la personne. En d'autres termes, si les preuves circonstancielles dans l'affaire Ecker ne pouvaient pas éliminer la possibilité que Penig se soit suicidé, alors le jury n'aurait pas dû être autorisé à conclure qu'Ecker était le seul coupable possible. La Cour suprême du Minnesota a statué en juillet 2025 qu'elle examinerait l'affaire Ecker, mais seulement après avoir rendu sa décision sur Ferkus. Je suis tellement contente que la Cour suprême s'en occupe parce que j'espère qu'ils vont ouvrir les yeux et voir les faits. C'est frustrant. Les jurés l'ont déclaré coupable et le juge était d'accord. Pellet État du Minnesota. Pellet était d'accord avec le verdict et maintenant c'est de nouveau en cours de réexamen. C'est très difficile pour nous. C'est très difficile à accepter. En attendant, Ecker reste derrière les barreaux à la prison d'État du Minnesota à St. Cloud. C'est un véritable cauchemar pour les deux familles. Vous vous réveillez et pendant une seconde, vous pensez que la vie est normale. Et puis vous vous rappelez ce que nous traversons et ce qu'ils traversent et c'est exactement ça. Je ressens la même chose. Comme l'a dit Amy, je me sens comme une coquille de moi-même. Je n'y arrive pas, vous comprenez? Difficile d'être heureuse en sachant qu'il est à un endroit où il ne devrait pas. Je ne souhaite de mal à personne, mais d'après les preuves, d'après ce que dans mon cœur, non, ce que je sais, c'est passé. Il doit purger une peine pour ce qu'il a fait. Mais il y a une preuve cruciale que tout le monde veut voir. Les messages sur les réseaux sociaux sur le téléphone de Penig cette nuit-là, les messages qu'elle lisait alors qu'elle se tenait dans le vestibule seulement quelques minutes avant sa mort, des messages qui, selon ses proches, semblent la déranger. À qui parlait-elle? Que disaient les messages? Personne n'a pu accéder à son téléphone. Il est verrouillé et le code est inconnu. J'ai demandé à la police de Saint-Paul, Minnesota, s'ils avaient obtenu un mandat pour accéder à son téléphone, puisqu'ils le détiennent toujours. Mais encore une fois, ils disent qu'ils ne peuvent pas répondre parce que l'affaire est en appel. Êtes-vous curieuse de savoir ce qu'il y a sur son téléphone? À la toute fin, nous étions curieux parce qu'on pouvait voir sur la vidéo des prises, il l'avait filmé en train d'entrer dans l'appartement à la fin de la soirée. Avec Eckert, il y a eu une lutte, il y a eu des problèmes, il y a eu des défis. Nous avons donné aux enquêteurs autant de combinaisons de mots de passe que nous pouvions imaginer pour essayer d'entrer. Et ils n'ont toujours pas réussi. Il y a quelqu'un qui pourrait avoir un indice sur ces messages. Shane Anderson a déclaré à la police qu'il échangeait avec Penig ce soir-là sur Facebook Messenger depuis un ordinateur, son téléphone ayant été volé. La veille au soir, quand j'ai demandé à Anderson s'il accepterait de me montrer des captures d'écran des messages qu'il échangeait avec Penig ce soir-là, il m'a dit que les messages n'existent pas. Ils étaient sur Facebook Messenger. Et nous allons obtenir ces tests, ces messages. Nous allons finir par ouvrir son téléphone. Ce n'est pas fini, ça ne sera jamais fini tant qu'il ne sera pas parti. À la fin de la journée.
si cela ne se passe pas comme nous le voulons et qu'il sort de prison. La seule façon dont nous pouvons le voir, c'est avec la foi. Il devra aussi se présenter un jour devant son Créateur. Alex était une bonne personne, elle avait un cœur très gentil. Elle avait une âme douce. Elle est de nouveau, elle est dans un meilleur endroit. Elle est en paix, nous espérons la revoir un jour. En examinant l'autopsie de Penig, quelque chose a attiré mon attention au-delà de la blessure par balle, de ses ecchymoses et de la blessure à son pouce gauche. C'était ses tatouages. Alexandra Penig avait des tatouages partout, révélant beaucoup sur sa personnalité. Elle avait des images d'une fleur, de montagne, d'un stéthoscope formant infirmière, ainsi qu'une croix et le chat grincheux. Elle avait aussi des citations. L'une, tatouée sur son épaule gauche, disait « La douleur transforme une femme en guerrière ». Sois courageuse, ma chérie. Tu as déjà affronté des moments sombres et tu es toujours là aujourd'hui. Les familles Penig et Ecker traversent toujours des temps difficiles, mais restent unies pour défendre leur version des faits sur Alexandra Penig. Pour Law and Crime Enquête, je suis Kristen Thorne.